Alors, quand il y a quelques mois, on m'a envoyé, enfin, je me suis envoyé tout seul au journal de 20 heures pour essayer de défendre la taxe carbone en 3 minutes, précédé d'un sondage qui demandait aux Français est-ce que vous êtes pour une taxe supplémentaire. Il fallait soit être dans un esprit kamikaze pour y aller. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, c'est que vous avez quand même 30% des gens qui répondaient oui, bon, ou parfois 40%. Donc on se dit que c'est pour ça qu'il faut se méfier des sondages. Bon. C'est vrai que c'est très compliqué à expliquer parce que d'abord présenté comme ça, une taxe supplémentaire, c'est-à-dire qu'on l'habille contribution climat-énergie, qu'on l'habille comme une taxe, c'est une taxe. Bon, donc il faut la... Déjà, ce qu'il faut essayer d'expliquer, on peut quand même en profiter, prendre 5 minutes, c'est que moi je suis évidemment, je partage avec vous, c'est que la contrainte climatique, pour moi, c'est la mère de toutes les contraintes. Il ne faut pas essayer de la comparer au nucléaire, les choses s'ajoutent encore une fois, mais on sait très bien que là, c'est le moment où l'humanité peut perdre la main. Et que c'est terrible parce que ça occasionne des souffrances qui ne sont pas encore lisibles, en tout cas dans nos sociétés, qui le sont, parce que j'étais au Tchad il n'y a pas très longtemps, croyez-moi, les changements climatiques, ils savent déjà ce que c'est. On passe d'une situation de survie à une situation invivable. Mais pour nous, dans nos sociétés du Nord, bon, de temps en temps, quand il y a une période de sécheresse, on se demande si par hasard, ce n'est pas les prémices des changements climatiques, mais dès qu'il pleut un peu, on oublie, etc. Alors que chacun sait que malheureusement, si on laisse les phénomènes s'emballer, et ce n'est pas une lecture de profane, c'est simplement ce que disent ni plus ni moins les experts à qui on a confié le diagnostic, eh ben le milieu de ce siècle risque d'être quand même particulièrement tragique, parce que les conséquences en cascade des emballements des changements climatiques, je pense qu'aucune démocratie n'y résistera. Mais évidemment, eh ben, ça reste pour nous plutôt une abstraction, parfois même plutôt une bonne nouvelle. Moi, j'ai vécu en Bretagne, je reconnais que j'ai eu 3 mois d'été, est arrivé 3 mois plus tôt. Bon, pour moi, c'était plutôt sympathique, mais enfin, pour le paysan derrière qui s'occupait de la map, c'était pas sympathique du tout. Bon, donc c'est vrai que c'est quasi mon obsession. D'ailleurs, c'est ce qui explique que j'ai eu du retard à l'allumage sur le nucléaire, parce que moi, je suis rentré dans la problématique énergétique par les changements climatiques au départ, et que c'était mono-obsessionnel chez moi. Et d'ailleurs, au passage, je ne vais pas dire que je suis mono-obsessionnel là-dessus, mais j'ai tellement conscience de ce que ça va impliquer. J'ai déjà vu les phénomènes en marche partout sur la planète, et j'ai une conscience malheureusement, ou une foi complète dans les prévisions et les modélisations du GIEC là-dessus. Alors, évidemment, on a pris un certain nombre d'engagements, maintenant que le diagnostic est validé. C'est d'ailleurs le seul effet bénéfique de Copenhague. Copenhague a été un échec, mais il y a eu au moins un effet bénéfique, c'est qu'il n'y a pas un État qui est venu à la tribune pour contester le diagnostic des changements climatiques. Ça, c'était quand même important. Ni les Chinois, ni les Indiens, ni les pays du Sud, ni les États-Unis. Obama, il est venu sans rien promettre, mais il n'a pas contesté ça. Et donc, au moins, c'est acté. Vous aurez toujours quelques négationnistes prisonniers de leur obsession, mais qui ne comptent pas beaucoup, auxquels les médias parfois donnent beaucoup d'importance. Mais globalement, je crois que tout le monde a conscience que c'est quand même la menace suprême. Alors, il y a les engagements de Kyoto et on attend toujours les engagements de post-Kyoto. En tout cas, nous, effectivement, on doit diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre. Diviser par 4, si on tient compte d'une augmentation prévisible du PIB, ça revient à une division par 12. Imaginez qu'on puisse diviser par 12 nos émissions de gaz à effet de serre à un modèle constant, à économie constante, avec une croissance exponentielle. Évidemment, c'est absolument inenvisageable. Donc c'est vrai que ça va générer un changement profond. Et que pour cette raison, mais bien d'autres, et notamment pour d'autres raisons écologiques, le productivisme, qu'il soit étatique ou qu'il soit libéral, évidemment, n'est plus envisageable. Et en cela, d'ailleurs, nous sommes les seuls à le remettre véritablement en cause. Voilà, pour ces raisons et pour d'autres, bien entendu. Alors, dans les engagements de Kyoto, et notamment de la France, il y a quelques instruments théoriquement contraignants. Et notamment ce qu'on appelle les quotas. Ce que tout le monde ignore, pas ici, probablement, mais notamment ce que les acteurs économiques et les acteurs politiques ignorent. Ils pensent que les quotas, c'est la pierre de Rosette pour réaliser nos réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Les quotas ne touchent qu'à ce qu'on appelle des émissions concentrées, c'est-à-dire l'industrie lourde, et qui, chez nous, ne sont qu'une petite portion, enfin une faible portion, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire qu'on laisse 60% des émissions de gaz à effet de serre sans aucun instrument contraignant.
qu'on appelle les émissions diffuses, l'agriculture, le logement, le transport, le tertiaire, etc. Donc si on croit, encore une fois, si on n'y croit pas, à quoi bon mettre en place des instruments pour engager la décroissance des émissions de gaz à effet de serre, voilà. Mais si on y croit, on ne peut pas laisser en jachère les émissions diffuses. Et ce que disent les économistes qui se sont pensés sur le sujet, de Stiglitz à Stern en passant par bien d'autres, c'est que la seule manière, parce que du carbone, vous en avez partout, j'entends bien que le carbone n'est pas le seul gaz à effet de serre, au passage, il ne faudra pas qu'on oublie notamment le méthane et le protoxyde d'azote, issu de l'agriculture, mais il faut bien donner un prix au carbone. Bon. Alors à partir de là, évidemment, la taxe carbone qui sera dans notre programme doit faire partie de tout un dispositif fiscal. Parce que quand on présente simplement la taxe carbone, c'est non pas inaudible, mais enfin, bon, sauf avoir beaucoup de temps comme ce soir, c'est difficile. Et ce dispositif fiscal, qui est une remise à plat de notre fiscalité, doit évidemment faire en sorte de mieux répartir l'effort et la contribution à la solidarité, bien entendu. Parce que ce qui est important, notamment pour ceux, notamment les revenus moyens et a fortiori les revenus faibles, si pour eux ils ont le sentiment, et d'ailleurs si c'est plus qu'un sentiment, que c'est une réalité, que ça va alourdir leur pression fiscale, évidemment c'est inenvisageable. Donc ce qui est important, c'est que si on met un prix au carbone, il va falloir quelque part pour ces revenus-là, pour ces ménages-là ou pour ces foyers-là, évidemment que quelque part il y ait une forme de compensation. Tout ça fait partie d'un dispositif d'ensemble, puisque moi, nous allons porter dans cette campagne, c'est qu'aujourd'hui, la majorité de la fiscalité porte directement ou indirectement sur le travail. Alors que chacun a compris qu'il y a quelque chose qu'il faut essayer quand même de soulager, c'est l'emploi, la création d'emplois. Et donc ça ne paraît pas très normal et très logique que l'on régule l'emploi, alors que ce qu'il faut réguler, c'est les impacts environnementaux, c'est les prélèvements énergétiques, c'est les émissions de gaz à effet de serre, c'est les prélèvements des ressources naturelles. Donc, il semblerait logique que l'on bascule la fiscalité plutôt de ce côté-là. Et au passage, plutôt que de taxer les hommes, on taxe plutôt les machines, plutôt que de taxer le travail, on taxe les profits qui ne sont pas issus du travail. Il y aura tout un dispositif fiscal qui fera en sorte déjà, encore une fois, qu'on proportionne bien l'effort de solidarité. Et qui, de mon point de vue, dans la fiscalité française, n'est pas équitable. C'est très structurant, la fiscalité. Évidemment, c'est un instrument de solidarité, mais c'est aussi un instrument de régulation. Et donc, il va falloir utiliser cette double vertu de la fiscalité, mais au risque de me répéter, en répartissant bien l'effort. L'intérêt de la taxe carbone, et après je ne vais pas être trop loin, je suis pas venu là pour faire une conférence sur la taxe carbone, mais comme chacun sait que le prix des énergies fossiles, notamment, vont forcément monter. Et notamment le pétrole, le gaz, et a fortiori le charbon, si tant est qu'on utilise encore du charbon. Est-ce qu'on laisse justement les ménages ou les citoyens en difficulté exposés aux emballements de prix? Est-ce qu'on les laisse arriver tranquillement vers un baril de pétrole à $300? Ou est-ce qu'on essaie justement d'anticiper sur les augmentations? L'intérêt de la taxe carbone, alors c'est vrai que c'est compliqué à expliquer, c'est que ça permet de lisser les augmentations. Et quand vous avez des crises ou des emballements, ça sert d'amortisseur. Et puis ça permet de créer de la vertu, c'est-à-dire que ça permet évidemment à l'innovation de se mettre en marche. Parce qu'il faut évidemment créer un cercle vertueux. Je vais donner un exemple pour bien comprendre comment il faut aller vers la cohérence. Et que tout ça doit faire partie d'un tout, sinon c'est inenvisageable. Prenez simplement le secteur de l'automobile. Il y aura toujours des gens, en tout cas dans un temps moyen, qui devront ou qui auront envie d'utiliser cette bulle d'intimité qu'on appelle la voiture. Sauf que ça devient, pour ceux qui ne peuvent pas s'en passer, en termes de pouvoir d'achat, de plus en plus terrible. Et ça ne va pas s'améliorer. Et là, c'est vraiment un exemple de ce que j'appelle le cercle vicieux et que la volonté qu'on a de passer dans un cercle vertueux. Ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que 90% des voitures qui sont dehors peuvent tous potentiellement rouler à 160, 70 ou 180. Alors qu'au passage, simplement sur un plan réglementaire, il semblerait déjà cohérent qu'on ne crée pas la tentation de l'autre côté et la sanction de l'autre. Donc qu'on fasse en sorte par construction d'avoir des véhicules qui ne peuvent pas rouler au-delà de la vitesse autorisée. Au-delà de ça, si vous mettez des normes d'émissions de gaz à effet de serre beaucoup plus rigoureuses qu'aujourd'hui, mais si en plus vous mettez des critères de poids, parce qu'on saurait construire des véhicules notamment
on en parlait avec Denis Baupin, et c'est un projet que porte l'Américain Maury Robbins, en fibre de carbone.